Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual weekend prime time edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. In our top stories, the governor of the southwest region of the country, Bernard Okalia Bilai, has urged the new senior divisional officer of the Indian Division, Fowang Lawrence, to wage a merciless war against armed secessionists. He was speaking while commissioning him into his functions. Maurice Kamto, candidat pour la présidentielle 2018 au Cameroun, le président de cette formation politique a été plébiscité par ses militants au terme de la deuxième convention de cette formation politique tenue à Yaoundé qui vient à peine de s'achever. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être sur Equinox Télévision, sur le journal. C'est une édition bilingue. Commençons par cette note qui vient de nous parvenir. Un accident de la circulation fait 5 morts ce dimanche aux environs de 13 h sur le pont de Oumbé à la sortie de la ville de Limbé, région du sud-ouest. Selon des sources, un véhicule de marque Mercedes parti donc de Limbé pour la ville de Douala avec à bord 5 personnes aurait donc mal négocié le déplacement et s'est retrouvé dans le ravin. Alors 4 personnes ont trouvé la mort sur le champ et le chauffeur conduit donc à l'hôpital pour des soins a malheureusement rendu l'âme. Nous y reviendrons. En sport, nous parlons de la 14e journée de l'Elite One de football jouée ce dimanche sur différents stades de la République. 9 matchs donc ont été donc au rendez-vous. Je vous donne d'ailleurs les résultats. Feutu 0, Colombe 4, ou Coton 4, donc Unisport 0, Fauveau 1, Union 2, Colombe 1, Astre 3, Aigle 2, Stade Renard 0, Futuna 0, Yafoot 1 et Dragon 4, APGS 2 et Eding 1, Yansport 1 et New Star 0, Bambotos de Bouddha 1, UMS de Loum 2. Nous parlons politique à présent avec notamment Maurice Kamto, candidat donc du MRC pour la présidentielle 2018 au Cameroun. Le président de cette formation politique vient d'être plébiscité par des militants au terme de la deuxième convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui vient de se tenir à Yaoundé. Emmanuel Job et Guizogo. Après 2 jours de travaux consacrés à sa convention, le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC s'est choisi son candidat pour la présidentielle 2018 en la personne de Maurice Kamto. Le candidat indique être porté par une réelle détermination. C'est un Maurice Kamto nécessairement transformé par le souffle et l'élan que viennent de lui donner ses camarades. On ne peut donc pas être tout à fait le même au sortir d'une convention extraordinaire et exceptionnelle comme celle que nous venons d'avoir. Interpellé sur le dossier de l'opération Épervier pour savoir ce qu'il en ferait s'il était élu président de la République, Maurice Kamto explique qu'il faudra revoir chaque dossier au cas par cas, même s'il s'est dit particulièrement sensible au cas Marafa Amidou Yaya et Jean-Marie Atangana Mabara à cause des chefs d'accusation peu crédibles selon lui à leur égard. Il y a des cas qui nous ont frappés particulièrement. J'ai à cœur de revoir le dossier de quelqu'un comme l'ancien ministre d'État Marafa Amidou Yaya. J'ai à l'esprit le dossier du ministre d'État Jean-Marie Atangana Mabara, qui a été déclaré non coupable dans une affaire. Et au lieu qu'on le remette en liberté, quitte à trouver de nouvelles charges contre lui après, on l'a maintenu en prison et on a ouvert un autre dossier pour faire qu'il reste en prison. Soulignant que le MRC est la 4e force politique du pays, son patron estime qu'il l'est toujours, bien que n'ayant pas pris part au sénatorial. Je ne pense d'ailleurs pas qu'une participation éventuelle au sénatorial aurait changé notre classement. Cela aurait été un peu joué à la roulette, d'aller à une élection dont on connaît le corps électoral et dont on sait qu'on n'a pas d'électeurs suffisants pour vous donner la victoire dans le cadre d'une telle élection. Les travaux de cette deuxième convention du MRC
ont été l'occasion pour ce parti de souligner que la situation sociopolitique du Cameroun est déplorable et que lui propose mieux aux Camerounais. Au terme donc de cette convention et sur la question de l'opération Épervier, le président du MRC, Maurice Kamto, estime qu'il faut simplement se pencher sur chaque cas et indique d'ailleurs qu'il n'y a que être sensible aussi au cas de Marafa Midouya et de Jean-Marie Atangnamebara. De manière générale, il laisse entendre qu'il ne faut pas instrumentaliser la justice à des fins politiques. Maurice Kamto est au micro de Gizogo. Il ne faut pas utiliser la justice d'un pays pour faire des règlements de compte. Dès qu'on le fait, alors on décrète la mort de la justice. Il y a des cas qui nous ont frappés particulièrement. J'ai à cœur de revoir le dossier de quelqu'un comme l'ancien ministre d'État, Marafa Amidou Yaya. J'ai à l'esprit le dossier du ministre d'État, Jean-Marie Atangnamebara, qui a été déclaré non coupable dans une affaire. Et au lieu qu'on le remette en liberté, quitte à trouver de nouvelles charges contre lui après, on l'a maintenu en prison et on a ouvert un autre dossier pour faire qu'il reste en prison. Je suis de ceux qui sont favorables à une lutte inflexible et intraitable contre la corruption. Mais il faut que ce soit une lutte crédible pour porter ses fruits. Je voudrais être demain celui qui prêche par l'exemple. C'est pour cela que j'ai dit, si je suis président de la République, je signe le lendemain le décret d'application de la loi de 2006, qui est elle-même loi d'application de l'article 66 de la Constitution pour la déclaration des biens et avoirs. Si je suis milliardaire, je vais le dire aux Camerounais avant d'entrer en fonction, pour que demain ils ne croient pas que j'ai volé ces milliards-là quand j'étais en fonction. Vous avez écouté là le président du MRC, candidat donc à la présidentielle 2018 au Cameroun. Il a été plébiscité par ses militants donc au terme de cette convention, la deuxième du genre tenue à Yaoundé. Parlons de toute autre chose à présent. Nous parlons du désordre urbain qui a fait son lit au marché du Grand Hangar. C'est donc dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. D'ailleurs, pour mettre un terme à cela, le sous-préfet lui-même, Ekwambarga, est donc descendu à la surprise même des commerçants. Je propose le reportage de Robert Moukoubé et des Xavier Foka. Marché Grand Hangar à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Un visiteur inhabituel et surtout improvisé, c'est le sous-préfet de cet arrondissement, avec son état-major, arrivé pour remettre de l'ordre. Dans le cadre des instructions qui nous sont données par monsieur le préfet du département du Vouri, nous faisons des descentes inopinées sur le terrain pour essayer d'endiguer le phénomène de désordre urbain. Comme vous le constatez, nous sommes ici à un giratoire. Et les marchands, les commerçants sont carrément installés sur la voie publique. Imaginez un seul instant un véhicule gros porteur qui prend le giratoire, s'il fait un tonneau, il va tomber sur des dizaines de personnes qui vont mourir à la fois. Donc nous allons faire comme ça des descentes inopinées. Maintenant là nous avons fait la sensibilisation. La prochaine fois, nous viendrons avec une benne. Tout ce que nous allons ramasser, que ce soit les habits, que ce soit de la nourriture, nous allons envoyer ça pour les prisonniers de Nouvelle. Cette campagne de remise à l'ordre s'est faite à côté des tas d'immondices qui ont installé leur quartier dans ce marché et qui ne semblent attirer l'attention d'aucun acteur. Durant cette descente, pendant laquelle les marchandises de certains commerçants entêtés ont été confisquées, plus de 100 litres de carburant frélaté ont été saisis. C'est une opération de routine que nous sommes en train de mener depuis, je crois, 2 à 3 semaines. Le préfet du département du Vouri nous a instruit de mener un combat acharné contre la vente illicite de carburant dans la ville de Douala. Et nous avons donc décidé de mettre sur pied un comité qui est présidé par le sous-préfet avec toutes les forces de maintien de l'ordre. Et ce comité descend donc de manière inopinée sur le terrain pour essayer donc de saisir tous les carburants qui sont dans cette situation. Si c'est un carburant de bonne qualité, il sera donc mis à la disposition des autorités compétentes qui pourront le vendre aux enchères publiques. Par contre, si c'est un mauvais carburant, il sera purement et simplement détruit. On espère juste que chaque citoyen saura désormais jouer sa partition pour le bien-être de la cité entière.
La MIDA, la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, ambitionne donc de redoter les jeunes des valeurs citoyennes qui leur font donc tant de défauts et surtout donc de les capacités dans la conduite des projets grâce aux moyens financiers mis à leur disposition. Je propose le reportage d'Emmanuel Diapé-Guizogo. C'est un phénomène impressionnant qui mobilise des foules au cœur de la capitale Yaoundé, notamment chez les jeunes. La mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, MIDA, se propose de les encadrer à la fois pour le renforcement de leurs valeurs citoyennes et à la conduite des projets. Il faut donner une nouvelle vision de l'Afrique à cette jeunesse, à cette population, je préfère dire, parce que tout le monde est concerné. Maintenant, il faut apprendre aux jeunes à donner de la valeur à leur patrie. Parce que c'est très important. Si les autres veulent aller, c'est parce que généralement d'autres ont donné la valeur à leur pays. Il faut que nous aussi, nous puissions donner cette valeur à nos propres contrées. Concrètement, contre une inscription de leur part, des moyens financiers relativement conséquents sont mis à leur disposition après formation pour qu'ils mettent sur pied des projets. Nous prenons ce qu'on appelle le développement participatif. C'est vrai qu'on peut toujours compter sur un tel ou une telle institution financière ou autre, mais en réalité, il faut que l'Africain sache que tout vient de lui. Donc nous avons des petits dons de temps à autre qui viennent de l'étranger, mais en réalité, nos dons viennent de ces séminaristes et des programmes que nous avons mis en place en termes d'investissement qui sont reversés pour être distribués de manière objective. Cela à travers le programme J2BIST, dont la signification se décline en la formule « Je ne peux pas irradier sans toi ». À un rythme effréné, les formations sont proposées très régulièrement aux séminaristes. Chaque jour du séminaire, nous les apprenons de comment est-ce qu'on descend le drapeau, qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire que la procédure à respecter lorsqu'on voit le drapeau flotter, lorsqu'on le descend. Qu'est-ce qu'on fait par exemple lorsqu'on chante l'hymne national? Nous disons à cet effet, lorsqu'on descend un drapeau, tout le monde doit se stabiliser. Et lorsque par exemple on chante l'hymne national, on doit se sentir concerné. Même si on est sur une moto, on doit s'arrêter parce qu'il s'agit effectivement d'un chant patriotique. Devant une telle mobilisation, Anissé Ekane du Manidem s'est dit flatté de voir un tel engouement encore chez les jeunes Camerounais. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu autant de fous, pour différentes raisons que vous maîtrisez autant que moi. Sans cela que je suis ébahi, je suis vraiment ravi d'avoir été cet après-midi, de voir qu'il reste encore beaucoup d'enthousiasme dans la jeunesse, que la fibre patriotique pour laquelle nous nous battons depuis des années est encore présente, qu'elle vibre encore chez les jeunes. Et je suis venu encourager cela. Mais surtout, il interpelle la classe politique à l'humilité au risque de se voir surclassé par de telles initiatives. On risque d'être dépassé par les événements. Et que le clic, le déclic, je veux dire, l'étincelle qui va amener l'éveil ne viendra peut-être pas des politiques. Il faut qu'on soit modeste et humble. Les responsables du MIDA ne se laissent pas griser par cette mobilisation sans précédent des jeunes ces dernières années au Cameroun. Ils préfèrent s'en tenir à l'idée qu'il ne s'agit que de cultiver le patriotisme. Il est question d'ici de parler de patriotisme, comme je l'ai soulevé par exemple dans mon propos tantôt, et puis surtout construire une chaîne de solidarité autour de justement la solidarité, parce que c'était ça l'essence de l'Africain, venir en aide à son frère, à son prochain. Donc lorsque nous construisons cette chaîne, c'est pour prévenir déjà ce qui peut être tantôt crise, parce qu'on parle de crise. S'il y a une crise, c'est cette population-là qui devra intervenir pour venir en aide à leurs frères. Toute une école qui avait pourtant disparu du paysage social camerounais. Restons dans la page couleur de ce journal pour dire que l'accès au financement constitue un frein pour le développement des petites et moyennes entreprises au Cameroun. D'ailleurs, comment faire, comme d'autres difficultés également, on parle aussi de la structuration des entreprises locales et comment faire pour réussir donc la préparation d'un projet local. La réponse est dans ce reportage que je vous propose de suivre. Les banques en zone CEMAC et en Afrique ne prêtent pas assez alors qu'elles sont en situation de surliquidité, a-t-on coutume d'entendre, pour indiquer qu'il y a de l'argent oisif dans les établissements bancaires et autres institutions financières.
un mythe de la surliquidité bancaire qui persiste depuis des années. Dans ce contexte, les difficultés les plus criardes pour les porteurs de projets et investisseurs résident dans le financement des investissements. Ces projets requièrent des financements de longue durée qui ne sont pas facilement mobilisables du fait des risques importants associés. De fait, l'accès au financement des investissements, qui plus est pour les PME, apparaît alors comme une véritable gageure quand on sait que même en situation de surliquidité, les banques sont réticentes. Une réticence qui plombe le développement des PME, mais qui, de l'avis de la quasi-totalité des experts, se justifie par la faible structuration de ces entreprises ou de leurs projets d'investissement. Ce qui se caractérise par une absence de plan d'affaires et naturellement une capacité limitée d'autofinancement qui ne permet pas de couvrir leurs besoins prioritaires d'investissement. Sachez que personne ne fait un projet pour perdre. Il est très important de comprendre que pour les financiers, quels qu'ils soient, les banques commerciales, les banques de développement, le document de base qu'ils ont, n'est-ce pas, c'est l'étude de faisabilité, c'est le business plan, c'est-à-dire c'est le rapport bancable qui doit leur apporter les réponses nécessaires, n'est-ce pas, pour apaiser les réponses relatives aux risques qui entourent le projet. Très souvent, on prend son projet, on la met sur le banquier, mais le banquier ne pouvant pas, en fait, ne pouvant pas voir comment vous allez gérer les éléments de risque, seulement ne finance pas. Vous parlez du contexte de surliquidité. Il peut être en situation de surliquidité, mais si vous lui apportez un projet auquel il ne comprend rien, notamment en termes, n'est-ce pas, d'asymétrie d'information, il ne le fera pas. Une première explication peut être, pour certains promoteurs qui n'expliquent pas le paradoxe qui existe dans certains cas entre l'oisiveté des ressources financières dans les coffres des banques et institutions financières et l'absence ou la rareté de financement dont souffrent les PME. Plusieurs entrepreneurs évoquent leur incapacité à fournir des garanties jugées onéreuses que leur réclament les banques. Or, ces mêmes entrepreneurs ne mettent pas toujours en avant l'importance de bons dossiers d'investissement, des dossiers bancables. Du côté des banques, on est formel. Si l'activité et sa rentabilité sont assurées, le projet est bancable et les garanties ne viennent qu'en seconde position. À Afriland First Bank Cameroun, nous parlons de l'Afrique, je vais donner l'exemple du Cameroun, nous avons un portefeuille crédit, un encours de crédit de 623 milliards. La dernière chose qu'on regarde, c'est la garantie. Nous ne finançons pas des garanties, nous finançons l'activité. La première garantie, c'est l'activité. Si donc les banques financent l'activité ou les bons projets et non la garantie, force est donc de constater que leur réticence à l'ouverture de lignes de crédit pour les PME est due à autre chose, certainement à la structure et le montage du projet tel que présenté par le porteur. La mauvaise préparation des projets et qui fait que d'une part, les gens qui ont l'argent, c'est-à-dire les banquiers, ont les ressources, et ils se plaignent qu'il n'y a pas de bons projets, c'est-à-dire des projets bancables. Et en même temps, ceux qui portent les projets, ceux qui sont les promoteurs, ont aussi la difficulté à amener des projets que les banquiers acceptent. Vous voyez, donc il y a un gap entre ceux qui ont l'argent, qui sont prêts à le mettre pour les projets, et ceux qui sont promoteurs des projets. C'est donc pour résoudre le problème structurel du nombre très limité et insuffisant de projets bancables ou prêts à être financés qui soient structurés aux meilleurs standards de viabilité économique que se tienne à Yaoundé au Cameroun du 23 au 25 mai la deuxième édition de la Pan-African PMC sous le thème « Réussir la préparation des projets bancables en Afrique ». La première édition, c'était général. Parler du management de projets en Afrique globalement. Maintenant, pour cette année 2018, on a donc choisi un problème particulier qui mine un peu, si vous voulez, l'investissement en Afrique. Et techniquement, donc, nous avons opté pour résoudre ce problème en organisant cette conférence qui est donc consacrée au succès de la préparation des projets qui soient bancables.
C'est pour ça qu'on a focalisé un peu le sujet dessus. Donc il s'agit en fait de clarifier le processus de préparation des projets, de le rendre maîtrisable. De l'idée, donc définition du projet, jusqu'au closing financier, c'est-à-dire où les banquiers ont tout accepté, ils sont prêts à mettre l'argent. Cette conférence est importante parce qu'elle va probablement aboutir à obliger, c'est-à-dire à créer un cadre institutionnel, probablement un cadre législatif qui obligera les porteurs de projets à passer par des professionnels qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de les aider à créer, à construire des rapports bancables. Et à ce moment-là, on réduira ce que j'appelle la symétrie d'information, c'est-à-dire le gap d'information entre les prêteurs et les porteurs de projets. La deuxième édition de la Pan-African PMC s'annonce par conséquent novatrice avec une vingtaine d'experts en provenance du monde entier qui édifieront près de 1000 participants et 800 délégués sur 16 thématiques qui résumeront le cycle complet d'un projet qui se veut bancable. Il s'agit de manière générale de vous offrir toutes les clés de succès qui vous permettront de rendre votre projet bancable et de le monter en toute sérénité avec la garantie de sa rentabilité. C'est la fin donc de cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, 5 persons have died in a road accident in Ombe, not far from Limbe in the southwest region of the country. The accident occurred earlier today when the driver of a small Mercedes vehicle lost control of the vehicle and ended in a valley. The vehicle left Limbe heading to Douala with 5 persons on board, and 4 of the occupants of the vehicle died on the spot while the driver later died in hospital. 3 of the dead victims of that accident are members or workers of the Boye Council. We shall be bringing to you greater details and images of that accident in a subsequent news edition. The national president of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, Professor Maurice Kamto, will be running the race to kick out of the Unity Palace the President of the Republic, Paul Biya. The presidential election is expected to be organized this year, and Maurice Kamto will be the party's presidential candidate. He was chosen by his comrades of the CRM political party to be the party's flag bearer at the presidential election. He was chosen today during the national convention of the party in the nation's political capital, Yaoundé. The convention, of course, ended today. Now to the southwest region of the country, where the governor, Benau Kalebilai, has urged the Indian Senior Divisional Officer, Fowan Lawrence, to wage a merciless war against armed secessionists in that part of the country. He was speaking while commissioning him into his functions. Derek Jato reports. Senior Divisional Officer, Fowan Lawrence Fowan, take command. Mr. Nwafa Lawrence Fowan takes over from Mr. Eta Bukaya Ashu as the Senior Divisional Officer from Jan Division. Taking place at the Mundiba Grandstand, the South-West Governor Mr. Benaut Okalia Bilai, in strict respect of the law and by implementing the Presidential Decree number 2018/238 of 6 April 2018, appointing Mr. Nwafa Lawrence Fowan as the Senior Divisional Officer from Ndian Division, officially installed him before the Ndian people as the #1 authority of the division. Now in charge, Mr. Fowan Lawrence was reminded earlier by Governor Bernard Okalia Bilai to work relentlessly for the promotion of peace and coexistence among all in the division, foster development, ensure the respect of the laws and institutions of the state by all. It is no secret that Ndian Division is also feeling its own pinch of what started in the Anglophone regions as the Anglophone crisis. Reason why pundits say it was in that line that Governor Bernard Okalia Bilai instructed the new Senior Divisional Officer to wage a war of what he called act of terrorism by armed secessionists and their sympathizers, enumerating that the damages caused in Ndian Division are already enormous. For instance, the kidnapped and subsequent assassination of a Tunisian expatriate,
but the said group has grounded works along the Komba, Ekondo Titi Mundimba Aqua Road. Today, the degradation of the situation has made palm oil plantation unable to pay its over 6,000 workers. Governor Bernard Okalia-Bilai added that such actions cannot bring development. An installation that did not witness a massive turnout as compared to the previous, observers say paint a true picture of the increasing security challenges in Jan Division. Coming in from the Southwest Governor's Office, where he has been the Secretary General before his appointment, Mr. Nwafwa Lawrence Fowang, the new Senior Divisional Officer from Jan Division, is certainly aware of what is expected of him by his hierarchy. Chief Mulinge Ikome David of Upper Munya village in the southwest region of the Republic of Cameroon have been given a final farewell. That was yesterday at his Upper Munya village residence. Chief Mulinge was known to be the traditional ruler in the Fako division who stood against land grabbers. Before his death, he called on the government of the Republic of Cameroon to quickly solve the Anglophone problem, indicating that it could not be solved through violence or military repression. Here's an extract of what Chief Mulinge Ikome David spoke before his death. I want to say Chief Mulinge was an excellent personality who was a traditional ruler. A man who knew the pride of royalty. A man who struggled to take royalty to the highest level, which today, so many of us copies from him was our role model. He's a man who did all he could do to dignify this institution. Because I want to tell you honestly that some of us don't know what is royalty. Which we belong. Those who know what is royalty knows how to go about it. Like a man like Chief Mulinge was like there today. It was a Italian who commands honor. A father who tells people what is royalty, what is royalty all about. So today, this man lying here is our own money. We regret missing him as Fako people. We want to pray to the family to work hard, put themselves together. Those were rather tributes being paid to the late chief of Upper Munya village, Chief Mulinge Ikome David, and correspondent in the southwest region of the country, Derek Jato, equally caught up with Senator Mbela Mokichas, and this is what he had to say as far as the chief of Upper Munya village, who is now of late, is concerned. That's one of the pioneers to water is discussed against grounds. A place which has now eaten something to the fabrics of our communities. This is wonder why we were so often in France, possibly obstruct and deny opportunities by the same people, some of whom we have so much to go and make. Yes, with all these kind of hatred and challenges that were thrown upon Chief Mulinge, he remained a pillar of strength, a beacon of hope, keeping the faith right up to his last moments on earth. Even at the age of his life, he was killed so many times by Romans and Normans, especially by his political adversaries. Before finally succumbing to the call of Romanism, I said I do to a gifted leader, a historic personality of our community, the great Senator Mbela Mokichas paying tribute to late Chief Ikome Mulinge David of Upper Munya village. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Do have a nice time in the company of our programs. We shall be back by 7 a.m. tomorrow with more news. Flavien. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Retrouvons les auditeurs, les téléspectateurs, j'allais dire demain, lorsqu'il va être 7 heures pour la première session d'information de la journée.